Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. La séance précédente, nous avons exposé les grandes lignes de la méthodologie de dissertation en matière économique et sociale. Durant cette séance, nous allons travailler sur des exemples de dissertation en finances publiques. Et nous allons essayer d'appliquer les principes que nous avons exposés lors de la précédente séance. Mais au départ, rappelons que durant les séances de finances publiques, nous avons traité les thèmes suivants. Nous avons traité les réformes budgétaires, la notion de loi de finances, les principes budgétaires, mais aussi la préparation de la loi de finances, l'adoption de la loi de finances, le cadre d'exécution de la loi de finances, l'exécution de la loi de finances au niveau des recettes publiques, l'exécution de la loi de finances au niveau des dépenses publiques, le contrôle d'exécution de la loi de finances, et nous avons complété ces thèmes par deux autres axes très importants, à savoir le thème de déficit budgétaire et de la dette, parce que la dette provient du déficit et du financement du déficit budgétaire. Nous avons aussi traité les caractères principaux des finances publiques marocaines. Voilà globalement le champ de réflexion que nous avons pour pouvoir traiter les sujets de dissertation. Donc on va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple du sujet suivant, qui s'énonce comme suit. Très simple, c'est le cadre d'exécution de la loi de finances. Donc voilà le sujet qui est simple à comprendre et à partir duquel il faut bien sûr donc développer une dissertation. Alors, cette dissertation va comporter trois parties, comme on l'a souligné durant la séance précédente. Elle doit contenir une introduction générale, un développement et une conclusion générale. Dans cette introduction, il faut donc la structurer. L'introduction doit être structurée autour des points suivants. Premier point, l'intérêt et le contexte du sujet. Deuxième point, l'énoncé de la problématique. Troisième point, l'énoncé des questions auxquelles il s'agit d'apporter des réponses. Et enfin, bien sûr, l'introduction doit se terminer avec l'annonce du plan. Le plan qui sera donc qui va orienter le développement en matière de dissertation. Donc le cadre d'exécution de la loi de finances. Ce qu'on va dire par exemple pour l'intérêt et le contexte du sujet. On va dire que les finances publiques jouent un rôle central en matière de développement socio-économique. La loi de finances représente un moyen d'intervention publique pour promouvoir la croissance économique et réduire le chômage. La loi de finances passe par les phases d'élaboration, d'adoption avant de parvenir à la phase d'exécution. Donc voilà le cadre d'exécution de la loi de finances doit être situé. Il faut montrer que l'exécution ne vient qu'après avoir passé par un ensemble de phases, dont notamment la phase d'élaboration, préparation, et la phase d'adoption de la loi de finances. Bien sûr, au départ, il y a une phrase d'accroche qui montre l'intérêt du sujet, c'est l'importance des finances publiques en matière économique, en matière sociale, en matière territoriale, mais aussi en matière financière. C'est par cette exécution, je suis toujours dans l'introduction, il faut dire que c'est par cette exécution que le gouvernement projette d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, dans le cadre des priorités tracées, priorités que nous avons rappelées durant les précédentes séances.
Il faut dire aussi que si l'élaboration et l'adoption de la loi de finances sont du ressort et du gouvernement et du Parlement, la phase d'exécution revient au gouvernement. Donc l'exécution de la loi de finances, c'est une mission qui incombe, donc qui revient au gouvernement. C'est pour cette raison qu'on qualifie le gouvernement d'appareil exécutif. Donc nous sommes toujours dans l'introduction, dans laquelle aussi il faut dire que l'exécution de la loi de finances s'effectue à travers un cadre juridique précis. Ça c'est très important, parce que dans l'énoncé du sujet, il y a le cadre d'exécution de la loi de finances. Donc après avoir présenté l'intérêt, le contexte du sujet, nous allons poser la problématique. L'exécution de la loi de finances s'effectue à travers un cadre juridique précis. Autrement dit, cette exécution se fait conformément aux règles de la comptabilité publique. La comptabilité publique et ses règles sont définies dans le décret royal du 21 avril 1967, tel qu'il a été modifié et complété. Donc là, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Le vif du sujet. Le cadre, c'est celui, donc le cadre de l'exécution n'est rien d'autre que l'ensemble des règles de la comptabilité publique. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'exécution est confiée à deux autorités physiques, que sont les ordonnateurs et les comptables publics. Donc, j'ai montré, mis en relief l'intérêt et le contexte du sujet. Je suis passé à la problématique et aux différents questionnements liés à la problématique. Donc d'abord, le cadre, c'est celui des règles. À partir des règles, nous comprenons que l'exécution est confiée à deux autorités physiques, que sont les ordonnateurs et les comptables publics. Bien sûr, il est à noter que dans le cadre de cette exécution, il faut respecter un principe fondamental, à savoir la séparation des ordonnateurs et des comptables dont les fonctions sont incompatibles. Voilà, j'ai fini avec la deuxième partie de l'introduction. La troisième partie, je vais essayer donc d'exposer la démarche et pour arriver à mon plan. Ainsi, pour traiter ce sujet, nous allons dans un premier point définir la comptabilité publique, puis dans un second point présenter les autorités physiques chargées d'exécuter la loi de finances. Dans un troisième point, il sera question d'éclaircir le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics. Donc là, j'expose les points que je vais traiter dans un ordre logique. D'abord, le cadre juridique, qui est celui des règles. À partir du cadre, donc, il y a les autorités qui font partie du cadre de l'exécution de la loi de finances, mais puisque nous allons parler des ordonnateurs des comptables, nous allons insister sur un principe fondamental qui est celui de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics. Donc ici, le plan est clair. Donc, premier point, la comptabilité publique. Deuxième point, les autorités chargées d'exécuter la loi de finances. Et troisième point, le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics. Voilà. Donc, sur le plan méthodologique, il faut lire le sujet, relire le sujet et comprendre le sujet pour qu'il n'y ait pas un hors-sujet, pour qu'il n'y ait pas une dissertation qui est hors-sujet. Il faut travailler avec le brouillon. Donc, dans le brouillon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, voilà l'intérêt, le contexte du sujet, voilà les points que je vais traiter. Je vais traiter tel point et tel point, et donc il faut les classer. Bien sûr, le classement est clair. Alors, comme je viens de dire, après cette introduction, je tiens à le rappeler, l'introduction ne peut être rédigée qu'après avoir finalisé le développement. C'est vrai qu'elle vient, je le dis et je le répète, elle vient en premier lieu, donc c'est la première partie de la dissertation, mais elle est rédigée après avoir finalisé, terminé le développement. Parce que l'introduction générale n'est que le reflet du développement. Alors dans le développement, comme on vient de le voir dans l'introduction, va comporter trois parties, 3 points essentiels. Vous les appelez des parties, des paragraphes, comme vous voulez. Première partie, la comptabilité publique, cadre juridique de l'exécution de la loi de finances. Donc là, dans les parties,
On peut utiliser des titres. Il faut que les titres soient attractifs. Il faut que les titres soient bien travaillés pour qu'il y ait une liaison facile avec le sujet. Parce que notre sujet, c'est le cadre d'exécution de notre finance. Alors, je mets, première partie, la comptabilité publique, cadre juridique de l'exécution de la loi de finances. Dans cette partie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir ce que c'est que la comptabilité publique. Au terme de l'article 1er, paragraphe 1er du décret royal portant règlement général de comptabilité publique, la comptabilité publique, s'entend de l'ensemble des règles qui régissent les opérations financières et comptables de l'État et des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés. Parce que les autorités qui en sont chargées, ce sont les ordonnateurs et les comptables. Bien sûr, les personnes morales ne sont rien d'autre que les organismes publics. Donc, voilà pour le premier point, la première partie. Donc, je définis la comptabilité publique, mais je vais relever un ensemble de constats donc, pour éclaircir davantage cette définition de la comptabilité publique qui est le cadre juridique de l'exécution de la loi de finances. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que c'est deux choses. D'abord, c'est un ensemble de règles qui régissent les opérations financières et comptables de l'État, dont notamment les recettes et les dépenses publiques. Et deuxièmement, la comptabilité publique, c'est un ensemble de règles qui déterminent les obligations et les responsabilités qui incombent aux agents chargés de l'exécution des opérations financières et comptables de l'État. Voilà. Donc, première partie, la comptabilité publique, cadre juridique de l'exécution de la loi de finances. Mais bien sûr, avant de passer à la deuxième partie, qui est celle réservée aux autorités physiques chargées de l'exécution de la loi de finances, il faut marquer une transition. Il faut formuler une phrase de transition. Il faut rédiger une phrase dans laquelle vous allez montrer que vous allez passer d'un point à l'autre. Comment je peux mettre ça? Je vais dire, après avoir présenté les règles qui régissent l'exécution de la loi de finances, nous allons apporter un éclairage sur les agents chargés de cette exécution. Donc, maintenant, logiquement, je peux passer à la deuxième partie. La deuxième partie qui va être intitulée comme suit: les autorités physiques chargées de l'exécution de la loi de finances. Donc, vous voyez que je respecte mon sujet. Il y a un fil conducteur. Je suis toujours dans le cadre de l'exécution de la loi de finances. Et je passe d'un point à l'autre d'une manière logique, avec un respect de ce que nous appelons la cohérence interne. Alors, ces autorités sont les ordonnateurs et les comptables publics. Je vais dire que l'exécution de la loi de finances est confiée à deux autorités physiques distinctes, à savoir les ordonnateurs et les comptables publics. Ces ordonnateurs ont le soin d'exécuter les recettes et les dépenses publiques, avec deux remarques. Elles tiennent des comptabilités différentes, avec des prérogatives certes distinctes mais complémentaires. Deux, elles ont des responsabilités différentes. Donc, il y a deux autorités pour lesquelles je formule ces deux remarques. Puisque j'ai parlé des ordonnateurs, il faut que j'éclaircisse dans un premier point le sens d'ordonnateur et dans un deuxième point le sens de comptable public. D'une autre façon, il faut définir les ordonnateurs et définir les comptables publics et éclaircir leur mission. Donc, dans cette deuxième partie, j'aurai des paragraphes. Premier paragraphe, les ordonnateurs. Qu'est-ce que je vais dire? Selon l'article 3 du décret royal portant règlement général de comptabilité publique, l'ordonnateur public de recettes et de dépenses est toute personne ayant qualité au nom d'un organisme public, on a dit tout à l'heure l'organisme public, pour engager, constater, liquider, ordonner, soit le recouvrement d'une recette, soit le paiement d'une dette. Donc je suis en train de définir l'ordonnateur. C'est une personne qui a plusieurs missions d'engager, de constater, de liquider, d'ordonner, soit le recouvrement d'une recette, soit le paiement d'une dette. Ça, c'est la définition. Mais il faut montrer les différents types d'ordonnateurs. Il y a
les ordonnateurs principaux, il y a les ordonnateurs délégués, et il y a les ordonnateurs, il y a les sous-ordonnateurs. Donc je répète, qu'il faut montrer les différents types d'ordonnateurs. Il y a les ordonnateurs qu'on appelle aussi les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs délégués et les sous-ordonnateurs. Donc, dans le paragraphe réservé aux ordonnateurs, je vais prévoir 3 sous-paragraphes. Les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs délégués et les sous-ordonnateurs. Alors, les ordonnateurs principaux sont définis au terme des 3 premiers paragraphes de l'article 64 du décret royal portant règlement général de comptabilité publique, qui dispose, et je cite, de droit. Les ministres sont ordonnateurs des recettes et des dépenses de leur département, des budgets des services de l'État gérés de manière autonome et des comptes spéciaux qui leur sont rattachés. Donc on peut donner, donc voilà la définition. Les ministres sont des ordonnateurs. On peut donner d'autres exemples d'ordonnateurs tels que le président des conseils des collectivités territoriales, les présidents des universités marocaines publiques, comme on l'a vu dans le cours. Et il y a deuxièmement les ordonnateurs délégués. Les ordonnateurs peuvent, conformément à la loi relative aux délégations de signature des ministres, secrétaires d'État et sous-secrétaires, donc les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature par voie d'arrêté. Donc les ordonnateurs délégués, ce sont des ordonnateurs qui ont reçu délégation de signature de la part des ordonnateurs principaux. Voilà la deuxième catégorie d'ordonnateurs. La troisième catégorie est constituée des sous-ordonnateurs. Les sous-ordonnateurs, ce sont des personnes physiques auxquelles on a délégué le pouvoir à travers les ordonnateurs. Donc sous leur responsabilité et leur contrôle, les ordonnateurs, ce sont les ordonnateurs principaux, peuvent par voie d'arrêté instituer des sous-ordonnateurs auxquels ils délèguent leur pouvoir. Donc je comprends ici qu'il y a les ordonnateurs délégués auxquels on a délégué des pouvoirs, auxquels on a délégué des signatures, et les sous-ordonnateurs, ce sont des personnes physiques auxquelles on a délégué des pouvoirs. Donc les ordonnateurs délégués sont des ordonnateurs auxquels on a délégué des signatures, et les sous-ordonnateurs sont des personnes physiques auxquelles on a délégué des pouvoirs, dans les limites qui sont fixées par les ordonnateurs. Donc voilà la première catégorie de personnes physiques chargées d'exécuter la loi de finances, ce sont les ordonnateurs. Donc avant de passer au comptable public, il faut marquer une phase de transition. Après avoir présenté la première autorité physique chargée de l'exécution de la loi de finances, on va passer à la deuxième autorité physique, à savoir les comptables publics. Donc je passe directement au deuxième paragraphe de la deuxième partie, les personnes physiques ou les autorités physiques chargées d'exécuter la loi de finances. Donc les comptables publics, le comptable public est tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d'un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement des titres. Donc je définis le comptable public, c'est un fonctionnaire qui a la qualité d'exécuter au nom d'un organisme public les opérations de recettes, de dépenses ou d'un maniement de titres. Comme pour les ordonnateurs, on distingue le comptable du trésor et les comptables spéciaux. Donc il y aura présentation des comptables du trésor, que sont le trésorier général du royaume, les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux, les percepteurs et les agences comptables à l'étranger. Donc vous pouvez présenter un à un ces différents comptables publics. Vous pouvez présenter le trésorier général du royaume et dire qu'il est le comptable supérieur du royaume, qu'il centralise l'exécution comptable du budget de l'État, des budgets des segments et des comptes spéciaux du trésor, mais aussi des opérations de trésorerie. Vous pouvez aussi présenter les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux. Vous pouvez présenter les percepteurs, qui sont rattachés initialement à l'administration des impôts. Et vous pouvez présenter aussi les agences comptables à l'étranger.
que l'agent comptable central est chargé d'effectuer pour le compte de l'État les opérations de recettes et de dépenses à l'étranger. Donc il y a les comptables principaux, mais aussi les autres comptables. Vous pouvez citer les autres comptables qui ont des compétences spéciales, telles que les receveurs comptables de l'administration des douanes, les receveurs de l'administration fiscale et les secrétaires greffiers auprès les juridictions. Donc voilà pour la deuxième partie. Donc nous avons fini avec les autorités physiques chargées d'exécuter la loi de finances, à savoir les ordonnateurs et les comptables publics. Donc il faut marquer une phase de transition. Après avoir précisé que l'exécution de la loi de finances est confiée à deux autorités physiques, on va éclaircir et exposer l'un des principes fondamentaux en matière de comptabilité publique, à savoir la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Donc, dans le cadre de l'exécution de la loi de finances, il y a un troisième point qui est extrêmement important. C'est le principe de séparation des deux fonctions d'ordonnateur et de comptable. Donc, je vais intituler ma partie la séparation des deux fonctions d'ordonnateur et de comptable public. Donc, c'est en vertu de l'article 4 qui dispose: les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles, sauf disposition contraire. Donc les ordonnateurs sont chargés de prendre des décisions et de donner l'ordre de les exécuter financièrement. Bien sûr, pourquoi donc il faut montrer mettre en relief les deux préoccupations qui justifient cette séparation. La première préoccupation, c'est la nécessité de consacrer une sorte de division du travail. Les ordonnateurs prennent les décisions et donnent l'ordre de les exécuter financièrement. Les comptables interviennent pour exécuter l'ordre, qu'il s'agisse de payer une dépense ou de recouvrer une recette. C'est ça la première préoccupation, donc division des tâches. Deuxième préoccupation, c'est d'exercer un contrôle des opérations effectuées par l'ordonnateur pour s'assurer de la régularité, de la saine application des procédures exigées pour l'exécution de l'ordre de dépenses ou de recettes. Alors voilà, nous avons fini avec le développement qui a comporté trois parties. Le cadre juridique, c'est la comptabilité publique. Deuxièmement, les personnes physiques chargées, les autorités physiques chargées d'exécuter la loi de finances, et le principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public. Donc on va arriver à la conclusion. Donc la conclusion doit être une synthèse d'abord des idées qui ont été développées, ensuite il doit être une ouverture. On va dire dans cette conclusion que l'exécution de la loi de finances est balisée par des règles, les règles qui sont issues de la comptabilité publique. Elle est confiée à deux autorités physiques. Elle doit se conformer à un principe fondamental qui est celui de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Il faut dire également que l'exécution de la loi de finances n'est pas une finalité en soi, mais uniquement un moyen pour atteindre des objectifs tracés et les priorités définies en matière de politique économique. L'atteinte de ces objectifs est tributaire d'une bonne gouvernance des finances publiques. Vous voyez là, j'ai fait la synthèse, mais aussi j'ai établi une ouverture pour un autre sujet qui est celui de la bonne gouvernance des finances publiques. Voilà pour la première application. On peut donner une deuxième application qu'on va passer d'une manière exposer de manière très brève. Le deuxième sujet d'application, c'est le contrôle de l'exécution de la loi de finances. Donc il faut qu'il y ait une introduction. Par exemple, dans cette introduction, qu'est-ce qu'il faut mettre? Le rôle des finances publiques, l'importance et l'intérêt du contrôle pour la bonne utilisation des ressources publiques, pour améliorer la performance, pour réduire les coûts globaux, pour responsabiliser les gestionnaires et en particulier les ordonnateurs et les comptables publics. Dans cette introduction, il faut exposer la problématique. Il faut dire que le contrôle peut revêtir différentes formes. Il y a le contrôle a priori, le contrôle a posteriori et le contrôle parlementaire. Donc, il faut annoncer le plan. Il faut dire que dans un premier point, nous allons exposer les différents niveaux de contrôle a priori. Dans un deuxième point, nous traiterons le contrôle a posteriori. Dans un troisième point, nous attellerons donc à examiner le contrôle
parlementaire. Dans le développement, bien sûr, le développement sera composé de 3 parties, le contrôle a priori, le contrôle a posteriori, le contrôle parlementaire. Bien sûr, chaque point doit contenir une phase de transition avant de passer au point suivant. Donc, dans ce sujet-là, le contrôle de l'exécution de la loi de finances, il y a une conclusion générale. Dans cette conclusion, qu'est-ce qu'il faut mettre? Une synthèse des idées développées, mais aussi une ouverture sur d'autres thématiques. Par exemple, il faut dire que le contrôle doit s'inscrire dans la logique qui a sous-tendu la réforme des finances publiques au Maroc, à savoir la performance, la transparence et la reddition des comptes. Voilà, donc cette séance a été réservée à des cas pratiques de dissertation. Nous avons pris comme cas pratique le cadre de l'exécution de la loi de finances. Comme premier cas pratique, comme deuxième cas pratique, nous avons pris le sujet du contrôle de l'exécution de la loi de finances. Donc pour ces cas pratiques, nous avons essayé de respecter les recommandations qui ont été développées lors de la précédente séance. Merci pour votre aimable attention.